Oui, la réunion est enregistrée. Donc je pense que vous aurez le droit au replay en VOD, comme on dit. Et j'enverrai le support en version PDF. Et en D'accord. plus, vous aurez mes coordonnées à la fin du support aussi. Donc si jamais après vous avez des questions plus précises, on pourra se retrouver, enfin se refixer un rendez-vous. Ah, parfait. Merci. Euh, voilà. Donc j'en profite aussi pour remercier Synergile pour l'invitation. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va échanger sur les bases de la propriété intellectuelle avec un petit focus sur la propriété industrielle. Je ne connais pas du tout votre niveau, en termes de propriété intellectuelle. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment les bases des bases. C'est quoi un titre? Quels sont les leviers à avoir en amont pour se protéger? Et toutes les informations liées au titre, les coûts et les procédures. Si jamais à la fin de la présentation, il y aura une enquête de satisfaction et on pourra potentiellement faire une deuxième session avec un focus sur le brevet, par exemple, qui est un gros parti de la propriété industrielle. On va aborder que rapidement ici, histoire de pas trop vous assommer. Donc ne pas hésiter à remonter vos suggestions de présentation à la fin. Deuxième chose, on est en Zoom. Effectivement, j'ai pas pu me déplacer pour être physiquement en Guadeloupe. Cela dit, n'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation si vous voulez que je revienne sur notamment une information ou alors si vous avez une question précise, on pourra revenir dessus. C'est même plus intéressant que ce soit en échange direct. Donc aujourd'hui, on va parler de la propriété intellectuelle en tant que protection et stratégie de valorisation. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Victor Barré, je suis juriste chargé d'affaires à l'INPI. Donc, l'INPI, qu'est-ce que c'est? C'est l'Institut national de la propriété industrielle. Historiquement, l'INPI est l'office de délivrance des titres de propriété industrielle. En tant que tel, on existe depuis 60 ans. Dans les faits, c'est depuis le XVIIe siècle qu'un organisme qui vient délivrer des titres existe. C'est-à-dire que tous les titres de propriété industrielle qui sont la marque, le dessin et le modèle et les brevets doivent faire l'objet d'une demande auprès d'un office. Donc en France, c'est l'INPI. Si vous êtes en Allemagne, il faudra vous rapprocher de l'office allemand de la propriété industrielle et ainsi de suite. Chaque pays a son office. Donc ça, c'est vraiment le travail historique de l'INPI. Depuis quelques années, il y a aussi une volonté forcément de diversifier ces missions, donc via l'information et l'accompagnement des entreprises et des porteurs de projets. Donc tout ce qui va être un accompagnement et l'information via des rendez-vous qu'on peut faire en one-to-one avec les porteurs de projets, qu'on pourra mettre en place potentiellement. Et bien évidemment en accompagnant avec des aides financières. Je parlerai un petit peu à la fin des aides financières sur toutes ces questions-là. On vient adapter le droit de la propriété industrielle et renforcer l'influence de la France à l'étranger, notamment via des accords avec certains offices de propriété industrielle, à une échelle européenne aussi, avec l'Office européen de la propriété industrielle, on va présenter les intérêts de la France, et mondial avec l'Office mondial de la propriété industrielle. On va administrer la vie des entreprises. Donc depuis quelques années, il y a le guichet unique. Peut-être certains d'entre vous se sont immatriculés sur le guichet unique. Donc maintenant, depuis 2022, l'immatriculation se fait sur le site de l'INPI. On vient sensibiliser et former autour de la propriété industrielle, donc former via des formations qu'on va délivrer en ligne, et la sensibilisation, comme maintenant, tout simplement. Enfin, on va travailler avec les douanes, notamment pour lutter contre la contrefaçon, parce que pour pouvoir justement agir en contrefaçon, il faut en amont avoir un titre de propriété industrielle. C'est pour ça que l'INPI travaille étroitement avec les douanes pour toutes les questions de contrefaçon. On va tout de suite, voilà, parler de propriété intellectuelle. Alors, on a souvent tendance à parler de propriété intellectuelle, propriété industrielle, de droit d'auteur, sans trop savoir ce que c'est. Alors, il faut un peu voir ça comme des poupées gigognes, des poupées russes. La propriété intellectuelle va regrouper trois titres qui sont la propriété littéraire et artistique, la propriété industrielle et tout ce qui est question de savoir-faire. La propriété littéraire et artistique, ça va être tout ce qui est droit d'auteur, donc les droits que tout le monde connaît, à partir du moment où on crée quelque chose, que ce soit
un tableau, un scénario, un logo, ou tout, quand même qu'on fasse une photo ou une peinture, ainsi de suite, on aura un droit d'auteur. On a tout ce qui est droit voisin au droit d'auteur, donc là c'est un peu particulier, c'est tout ce qui est droit de la distribution, tout ce qui est droit de la presse, la publicité, et globalement tout ce qui va créer aux créations esthétiques. Et on retrouve aussi dans cette propriété littéraire et artistique le droit sui generis des bases de données. On va y revenir à la fin, parce qu'en fait, historiquement, le droit des bases de données dépendait du droit d'auteur. Globalement, je crée une base de données, j'ai un droit d'auteur dessus. Le souci étant qu'avec la démocratisation du numérique et des logiciels, on avait besoin de beaucoup plus de bases de données, et donc il y avait besoin d'un outil de protection propre à la base de données. On va y revenir tout à l'heure. La propriété littéraire et artistique, tout du moins en France et sur une bonne partie de l'Europe et du monde, on n'a aucun dépôt n'est nécessaire. On admet le code de la propriété intellectuelle admet que la création d'une œuvre de l'esprit justifie la protection au titre du droit d'auteur. Donc dans ce cas-là, à partir du moment où vous créez quelque chose, que vous matérialisez un logo ou même une publicité, qu'importe, vous avez un droit d'auteur. Vous développez des lignes de code, vous avez un droit d'auteur sur ces lignes de code. Voilà. Donc, on verra tout à l'heure, mais dans ces cas-là, il faudra faire de la datation. À côté de ça, on va rentrer dans les titres qui sont un peu plus techniques et à la fois qui sont vraiment des titres de propriété industrielle, que sont les brevets, les marques et les dessins et modèles. Ces titres requièrent un dépôt, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous n'avez pas une marque tant que vous n'avez pas enregistré la marque auprès de l'INPI en France. Donc, on va tout de suite poser le distinguo entre la marque, le nom de produit en marketing et la marque juridique. La marque en marketing va juste être le nom d'un produit. La marque juridique, celle dont on va parler aujourd'hui, c'est un titre de propriété industrielle qui est délivré uniquement par l'INPI. Si vous n'êtes pas passé par l'INPI, si vous n'avez pas de marque déposée, pour moi, vous n'avez pas de marque. Parce qu'ici, on parle de la marque juridique. Voilà. Donc, ces titres nécessitent un dépôt à l'INPI, et si vous avez uniquement un certain marché, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque office a sa zone géographique, a son pays. Donc, vous pouvez aussi très bien déposer uniquement une marque en Allemagne ou en Brésil, par exemple. Et à côté de ça, on va avoir tout ce qui est question de savoir-faire, donc tout ce qui n'est pas divulgué, qui nécessite une formalisation, donc notamment tout ce qui est question de protection par le secret, et ce qui va faire l'avantage concurrentiel d'une société, par exemple. Là, il n'y a pas de dépôt nécessaire, c'est difficile à formaliser. On va être uniquement dans la pratique contractuelle, donc notamment s'assurer que on signe des accords de confidentialité. Et pareil, si on a des stagiaires ou si on discute au moment d'une levée de fonds, dans le cadre des startups ou des porteurs de projets, vous ne divulguez pas toutes les informations à la première personne venue. Voilà. Dernière chose, j'attire votre attention sur les idées et les concepts. Les idées et les concepts sont libres de parcours, pardon, on ne peut pas les protéger. Dire j'ai une idée d'une machine volante ne pourra pas faire l'objet d'un brevet ou de quelconque protection au titre d'un droit d'auteur. Par contre, si vous commencez à dessiner cette machine volante, qui est différent d'un avion globalement, vous pourrez avoir un droit d'auteur sur le dessin, la forme de l'objet. Si vous développez en parallèle la technologie pour que cette machine fonctionne, on peut potentiellement protéger par le brevet. Donc tout ce qui reste conceptuel ne peut pas être protégé, et dès que vous commencez à avoir quelque chose de tangible, de matérialisé, vous avez différents outils de protection. J'aimerais aussi rajouter que on ne va pas choisir pour un seul produit qu'un seul titre de propriété industrielle ou qu'un seul moyen de protection. Très souvent, je vous montrerai à la fin du slide, mais sur un objet basique qui est une chaussure, par exemple, on a du droit d'auteur, du brevet, de la marque, du dessin et modèle, et très souvent du secret. Voilà. Donc pourquoi déposer des titres de propriété industrielle? Eh bien, en fait, tout simplement pour protéger et valoriser une innovation dans le but de rentabiliser les investissements de R&D. Vous travaillez sur un projet sans titre de propriété industrielle, vous ne pouvez pas protéger le nom, qui globalement sera connu des utilisateurs. Si vous avez travaillé, vous avez fait un petit peu de R&D, que ce soit tout seul dans votre garage pour un petit peu euh, donner un exemple voilà, basique, ou alors si vous êtes un laboratoire et que vous avez vraiment investi plusieurs milliers, peut-être même des millions d'euros dans le développement d'une nouvelle molécule,
On va essayer de rendre, enfin, vous allez essayer de rentabiliser cette recherche. Et donc, pour ça, vous allez déposer des titres de propriété industrielle, parce que le titre de pays, ça va vous protéger. C'est un droit d'interdire à un tiers d'exploiter la même chose que vous. Par contre, ce n'est pas une interdiction d'exploiter totale, dans le sens où c'est un titre de propriété. La notion de propriété, vous avez une maison, une voiture, vous pouvez la louer. C'est la même chose avec un titre de propriété industrielle. Vous pouvez déposer des brevets, ne pas les exploiter vous-même, mais c'est pas grave. Vous pouvez faire des licences d'exploitation, donc des contrats de location du brevet, d'une marque ou d'un dessin et modèle à un tiers, et ainsi rentabiliser le brevet ou tout du moins éponger ses coûts. Ça va vous permettre de conforter un avantage concurrentiel. Donc c'est là où le marketing et la propriété industrielle vont aller ensemble, dans le sens où pourquoi aller vers tel ou tel produit? Parce que la marque est déposée, les marchés sont stabilisés, on est bien ancré dedans. À côté de ça, il y a aussi une version, on va pas se mentir, un peu marketing de la propriété industrielle. Pourquoi aller chercher tel ou tel produit? Peut-être parce que le procédé est breveté derrière, donc c'est gage de qualité aux yeux du consommateur. Donc, toutes ces questions concurrentielles et marketing vont ensemble. On peut aussi agir en contrefaçon. Je l'ai dit tout à l'heure, sans titre de propriété industrielle, il n'y a pas d'action en contrefaçon possible. Et pour la société, ça va être de construire un patrimoine immatériel. Donc, globalement, pour valoriser la société. On se pose souvent la question à quel moment intervient la propriété intellectuelle, la propriété industrielle. Et j'ai envie de vous dire, bah, en fait, dès le début du projet. Globalement, même si vous n'avez encore qu'une idée, mais que le concept commence à se matérialiser, on va faire des contrats, s'assurer que l'idée ne parte pas dans la nature. Et parce que comme une idée n'est pas protégeable, bah, on s'essaye de s'assurer un minimum que le concept vous revienne de droit. À côté de ça, dès qu'on va être dans la phase dure du sujet, si je puis dire, on va partir sur la veille, notamment est-ce que je peux déposer ma marque, est-ce que je peux déposer un brevet. Tous les prix ici sont à titre indicatif. Ça peut varier en fonction des secteurs d'activité. Bien évidemment, une start-up dans l'aérospatiale, le dépôt d'un titre coûtera plus cher que une boîte dans la mécanique ou dans le numérique. Donc toutes ces questions-là, avant les dépôts, il faut faire de la veille. Le dépôt en tant que tel, désolé, je vais couper la caméra pour rallumer la lumière. Le dépôt en tant que tel va aussi faire l'objet de frais. Il faut rédiger le titre de propriété industrielle. Il faut penser à payer les taxes quand on dépose un brevet ou une marque, il y a des taxes à payer. Donc tout ça rentre dans la ligne de budget des titres de propriété industrielle. Après, une fois qu'on a déposé ces titres, on va penser à contractualiser, notamment qui a le droit d'exploiter ou non. Donc pareil, on pense à budgéter tout ça. Et une fois qu'on commence à être lancé commercialement, on va construire sa stratégie commerciale à l'export. On va le voir tout à l'heure, mais un brevet a une portée et une marque ont une portée territoriale. Je suis présent dans tel pays, il faut que je sache combien va me coûter le brevet dans tel pays, si je dois l'étendre. Toujours penser à faire de la veille aussi, forcément. Donc un peu comme en termes de comptabilité, on s'assure un matelas économique. Là, c'est pareil, on s'assure un budget pour la veille et la défense des titres. À la fin, on peut aussi faire une évaluation financière des brevets, enfin des titres de propriété industrielle pour permettre de valoriser la société. Et ce cycle continue à chaque fois. Donc, avant de rentrer dans les titres de propriété industrielle, on va partir sur les bonnes pratiques au début du projet. Donc l'une des premières choses à faire, c'est de préserver la confidentialité. Encore une fois, une idée n'est pas protégeable, donc on va essayer de garder en interne toutes vos idées de base. Donc pourquoi? Donc ça va être pour garder confidentiel un savoir-faire ou une innovation brevetée, non brevetée dans le cadre d'un savoir-faire. Ça va protéger vos potentiels dépôts parce que les titres de propriété industrielle répondent au premier arrivé, premier servi. Donc si vous parlez trop de votre futur brevet, on va dire, quelqu'un peut s'emparer des résultats, enfin, ce ne sera pas aussi simple, mais si vous ne mettez pas de mesures de protection, quelqu'un peut s'approprier les résultats et déposer le brevet, par exemple, avant vous. Et donc, comme le brevet sera déposé avant vous, il y aura très peu de recours pour vous possible.
Le fait d'avoir un contrat, en fait, un contrat, bah, c'est les règles d'un jeu. Si vous signez un accord de confidentialité avec des questions de secret, le fait de violer cet accord, vous pouvez agir justement parce que le contrat n'a pas été respecté. Alors, comment préserver la confidentialité? Alors, ça peut paraître bête, mais la première chose, la position confidentielle. À partir de là, vous savez que si par exemple vous avez un stagiaire qui vient dans une société, les documents estampillés confidentiels ne seront pas à imprimer et à oublier à la fac ou à droite à gauche. Via les accords, notamment en signant des accords de confidentialité ou NDA. Si on a des salariés, des stagiaires ou des prestataires, on vérifie qu'il y ait au moins une clause de secret, ou alors enfin, de secret ou de confidentialité. Le mieux, c'est les deux. Donc déjà, les informations ne fuitent pas. Et on s'assure aussi que dans la confidentialité, c'est qu'il y a un management de l'information. C'est-à-dire que globalement, si vous donnez une information confidentielle à un prestataire, que cette information-là soit au moins sur un serveur sécurisé ou alors avec un degré d'accès limité via, je ne sais pas si c'est un dossier, un mot de passe qui est transmis que entre les managers ou ainsi de suite. Donc dès le début, on doit penser à ces questions-là. La deuxième chose, quand on va commencer à arriver vers le dépôt de titre, ou notamment un nom de marque par exemple, on va s'assurer de la nouveauté du projet et de la liberté d'exploitation. Globalement, est-ce que le concept, l'idée que je veux développer, elle a déjà été éprouvée? Est-ce qu'elle existe déjà ou pas du tout? Parce que dans le cadre du brevet, il faut que ce soit nouveau, par exemple. Donc si un brevet existe déjà, mais que pour une raison X ou Y, il n'a pas forcément marché, mais il a été déposé il y a 5-10 ans, si vous développez la même technologie, vous ne pourrez pas déposer le même brevet. Donc c'est le même principe pour les marques, en fait. Donc déjà, c'est pour éviter les dépenses de développement et de protection inutiles. Regardez si quelqu'un a déjà travaillé sur ce que vous faites. La deuxième chose, c'est que des fois, en toute bonne foi, vous allez développer un projet qui ne fera pas forcément l'objet d'un dépôt de titre, parce que ça peut être en interne, mais si un titre existe déjà, en fait, vous devenez contrefacteur, parce que vous exploitez un titre, enfin, la même technologie, une technologie surtout qui ne vous appartient pas. Donc dans ce cas-là, on doit demander des licences d'exploitation sur cette technologie au titulaire de droits antérieurs. Et dernier cas aussi, c'est pour repérer les concurrents, notamment qui déposent, eux, des titres, ou alors d'éventuels partenaires. Vous développez une technologie A, vous nécessitez une technologie B pour que le produit C fonctionne. Vous allez regarder dans les bases de données pour voir qui développe cette technologie. Donc comment vérifier, faire de la veille? Alors, pour tout ce qui est question française, vous avez le site DataINP, qui va regrouper tous les titres de propriété industrielle français ou qui désignent la France. C'est-à-dire que si un brevet américain a une extension française, il va être référencé sur DataINP. Et pour tout ce qui est question internationale, vous avez les bases TMView, donc Trademark View, qui vont regrouper toutes les marques mondiales, enfin, des pays mondiaux. Ça dépend en fait de qui a donné accès aux, aux bases de données. Et pour tout ce qui est question brevet, vous avez EspaceNet. Donc voilà comment fonctionne une base de données. Donc vous pouvez taper le nom d'un inventeur, vous pouvez taper le nom d'une société. Si par exemple vous allez sur DataINP et que vous tapez Hermès, vous aurez tous les titres de propriété industrielle de Hermès. Donc il faut naviguer dans les onglets, mais voilà. À droite, vous avez EspaceNet. Donc pareil, vous pouvez taper le titre du brevet ou globalement quelque chose qui ressemble au brevet. Vous pouvez taper le laboratoire, si vous connaissez un inventeur, l'inventeur, parce que dans le cadre d'un brevet, on doit déclarer l'inventeur. Donc voilà, toutes ces informations apparaîtront et sont publiques et gratuites. Donc là, on est sur une information brevet, pareil. Sur un brevet, la première page, vous avez toutes les informations. Qui est demandeur, qui a déposé, qui est le mandataire. Donc le mandataire, c'est la personne qui est en charge du brevet. Donc souvent, c'est un cabinet conseil. La classification, d'où vient le brevet. Donc là, un brevet qui commence par le numéro FR40, c'est un brevet français. Si vous avez un brevet qui apparaît, qui s'appelle US, c'est un brevet américain. Donc rien qu'avec ces petites informations, la première page d'un brevet, en fait, vous avez énormément d'informations qui peuvent être utilisées par un porteur de projet, une société, ou même un laboratoire public pour faire de la veille et trouver des potentiels partenaires. Le réflexe 3 va être de dater les créations. Pourquoi? Alors déjà pour prouver la titularité, la date et le contenu des créations.
matérialiser l'existant au sein de l'entreprise, faciliter les négociations avec les partenaires, préparer l'éventuel dépôt de brevet et invoquer un droit de possession personnelle antérieur. Ce droit de possession personnelle antérieure, c'est franco-français pour le coup, donc c'est très français. Si vous développez une technologie et que, je l'ai dit tout à l'heure, le brevet c'est premier arrivé, premier servi, une société concurrente, on va dire, fait la même chose que vous en toute bonne foi et qu'elle dépose le brevet avant vous, premier arrivé, premier servi, elle aura le titre de propriété industrielle. Vous ne pourrez pas exploiter librement votre innovation. Si vous faites de la datation, donc via une enveloppe solo par exemple, vous pouvez invoquer le droit de possession personnelle antérieur qui vous permettra de justifier qu'en toute bonne foi, vous développez le même produit qu'un concurrent, mais que vous n'avez pas déposé le titre, peut-être parce que vous n'aviez pas les moyens, vous ne voyez pas l'intérêt ou ainsi de suite. Et donc, cette datation va vous permettre d'exploiter librement sur le territoire français, France métropolitaine et justement tous les dom-toms, vous pourrez exploiter votre innovation sur ces territoires-là sans avoir à verser de royalties à la personne qui a déposé un brevet avant vous. Donc, comment on vient dater les créations? Via les cahiers de laboratoire, l'enveloppe e-solo, donc qui est un scellé électronique en ligne, ça coûte 15 euros. Pendant qu'on fait la présentation, vous pouvez faire une enveloppe solo, par exemple, et ça n'a pas de formalisme. Vous mettez un fichier zip, une image, un scan d'un schéma que vous avez gribouillé, n'importe quoi peut faire l'objet d'une datation. Est-ce que j'en parle après? Non. Par contre, attention à l'enveloppe solo, parce que c'est un nom à rallonge, c'est très administratif et on ne peut pas la consulter, enfin, vous ne pouvez pas la consulter et à part vous, personne ne peut savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe solo. Ce n'est pas un titre de propriété industrielle, c'est juste un moyen de preuve, un moyen de datation pour matérialiser potentiellement un droit d'auteur ou un droit de possession personnelle antérieure. Donc notez bien quel numéro d'enveloppe solo va avec quel document. Parce qu'une fois décacheté, on ne peut pas recacheter une enveloppe e-solo. Donc c'est métaphoriquement, parce que tout se fait en ligne pour le coup. Mais donc bien penser à voir ce que vous avez noté dedans. Si vous développez des solutions numériques, par exemple, il faudra penser à potentiellement passer vers l'Agence de protection des programmes, qui est un système de datation pour toutes les lignes de code. Et donc dès que vous avez un large volume de données et de lignes de code, c'est beaucoup plus simple de manager ces datations avec l'APP. Et bien évidemment, vous pouvez aussi dater avec des offices ministériels comme les notaires, les huissiers ou certains avocats. Donc, l'une des premières choses aussi à avoir à faire, c'est vrai que c'est un réflexe, mais en soi, c'est plutôt basique. On protège le marché national, parce que c'est votre premier marché, c'est là où vous allez faire vos premiers tests, où vous allez avoir potentiellement vos premiers clients, c'est là où vous êtes implanté. Et après, vous faites sur la base de ces titres nationaux, des titres internationaux qui vont dans différents secteurs, donc notamment différentes zones géographiques. Et dès le début, on doit avoir une vision internationale. Déjà parce qu'en termes de coûts, vous pourrez évaluer combien va vous coûter la propriété industrielle. Il faut savoir qu'en France, on est l'un des pays où la propriété industrielle coûte le moins cher. À titre de comparaison, un brevet en France, on est sur du taxe de dépôt entre 300 et 600 euros. Ça dépend de la taille de l'entreprise qui dépose. Aux États-Unis, on est plutôt sur du 6 000 $. Donc, si vous avez un marché américain, par exemple, il faudra dès le début du dépôt du brevet français s'assurer les fonds pour pouvoir étendre à l'international, de façon à éviter les coûts inutiles, le stress aussi, qui est l'extension d'un brevet, et bénéficier du délai de priorité, du droit de priorité. On va en parler tout à l'heure aussi, notamment au niveau des marques et des brevets. Encore une fois aussi, ce qu'on a fait, la question de veille, c'est un niveau français, donc avant d'aller à l'international, on fait une veille aussi internationale, soit globale, soit sur le territoire que vous voulez viser. On va regarder tout de suite ce qu'est le brevet, donc le premier titre de propriété industrielle. Alors, je dis que ça va être rapide, il y a quand même un bon morceau sur le brevet. Sachez que si jamais vous voulez qu'on approfondisse le brevet en détail, c'est possible, il faudra juste en parler dans l'enquête de satisfaction. On pourrait faire une deuxième session sur le brevet si vous y voyez un intérêt ou si ça vous a piqué à l'esprit, on va dire. Donc, le brevet va être un titre de propriété industrielle délivré par l'INPI
qui va protéger une invention qui se définit comme étant une solution technique apportée à un problème technique. C'est-à-dire que si vous développez actuellement une solution ou une innovation, si votre solution, votre innovation répond à la question j'apporte une solution technique à un problème technique, vous êtes sans le savoir déjà dans la démarche de protection par le brevet. On reviendra après sur les conditions de brevetabilité, mais rien que ça, c'est un premier pas dans est-ce que je peux potentiellement breveter pour me protéger. Le brevet va être un actif immatériel, donc c'est un droit d'interdire, mais pas un droit d'exploiter. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez concéder des licences d'exploitation sur le brevet pour rentabiliser sa R&D et ses coûts de dépôt pour le premier déposant, premier arrivé, premier servi, pendant une durée limitée. Le brevet a une durée de vie maximum de 20 ans. Après, ça tombe dans le domaine public, c'est-à-dire que tout le monde peut l'exploiter. Alors, très souvent, les gens ne vont plus l'exploiter. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement que l'état de la technique aura bien évolué et donc les brevets n'auront plus d'intérêt à être exploités. Le Walkman, par exemple, ça fait l'objet d'un brevet dans les années 80, je crois. Maintenant, plus personne n'utilise la technologie Walkman, enfin, à part deux, trois petites sociétés. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a tout ce qui est le streaming, donc le Walkman est désuet. Par contre, tout ce qui est question dans le domaine de la biologie et de la médecine, le fait d'avoir un brevet qui tombe dans le domaine public veut dire qu'en fait, le procédé de fabrication d'une molécule, par exemple, tombe dans le domaine public, donc tout le monde peut l'exploiter. C'est ce qui va donner les médicaments génériques. Donc, on est forcément donc, sur une durée de 20 ans maximum. Moyennant les paiements d'annuités, oui, effectivement, quand vous déposez un brevet, tous les ans, vous devez payer les annuités de protection. Ça va d'une vingtaine d'euros les 10 premières années à 800 euros au bout de 20 ans. Sauf que très souvent, au bout de 20 ans, le brevet a été rentabilisé et rapporte bien plus que 800 euros par an. Donc, cette annuité, elle est peanuts par rapport à ce que ça représente. On est sur un marché défini de brevet, c'est ce que je disais. Vous vous protégez en France, vous êtes protégé uniquement en France. Vous déposez aux États-Unis, que aux États-Unis, et ainsi de suite. Et pour une invention déterminée, en fonction des revendications. Quand vous déposez un brevet, il va y avoir un système de revendication qui est international, de façon à ce qu'un brevet français, si on fait une recherche d'antériorité aux États-Unis, il puisse ressortir. Et donc permettre justement, enfin, invalider un dépôt de brevet aux États-Unis. Donc ces revendications, en fait, c'est de manière empirique, ce sont des codes et des chiffres très précis qui vont permettre à un ingénieur brevet ou à des juristes de savoir si le brevet existe déjà, votre futur brevet existe déjà ou pas du tout. Pareil, petite information, le brevet a une durée de vie moyenne de 7 ans. Alors, pourquoi 7 ans? C'est tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, la technique évolue, les marchés évoluent, les usages qu'on fait des technologies également. Ainsi, très souvent, au bout de 7 ans, certaines sociétés vont abandonner les brevets. Donc, abandonner le brevet, vous avez deux options. Vous pouvez revendre le brevet, c'est un titre de propriété, on peut revendre une propriété, donc vous cédez le brevet à un tiers. Vous pouvez notifier l'INPI en disant je ne veux plus de ce brevet-là. Ou alors, dernière technique que tout le monde utilise, vous arrêtez de payer les annuités. À partir du moment où vous ne payez plus les annuités, l'INPI considère que vous ne voulez plus exploiter le brevet. Donc c'est donc pour ça que tous les ans, si vous déposez un brevet, il faut bien penser à payer les annuités. Plusieurs fois, on a vu des sociétés qui oubliaient de payer les annuités pour un brevet qu'ils exploitaient. Comme ils ne payaient pas les annuités, voire même plus les annuités, l'INPI a invalidé le brevet. C'est comme un loyer au final. Le brevet, donc, on va considérer que certaines inventions sont brevetables, d'autres non. Donc, c'est très juridique. Le code ne va pas définir en fait ce que sont les inventions brevetables ou pas du tout. Donc, globalement, l'INPI s'est positionné là-dessus et globalement tous les offices mondiaux. Les idées ne peuvent pas être brevetables, c'est libre de parcours. Les découvertes scientifiques ne peuvent pas être brevetables parce que sans ça, on ne peut pas faire avancer la science et l'état de la technique. Les créations esthétiques ne sont pas brevetables. Ça fait l'objet d'un deuxième titre de propriété industrielle qui est le dessin et modèle. Les plans, les principes de méthode et de présentation d'informations ne sont pas brevetables. Donc, ce qu'on va pouvoir breveter, c'est un produit classique, une armature de 5 quarts d'eau, une formule chimique, un médicament, une nouvelle matière, un nouveau matériel de construction, bref, n'importe quoi peut être protégé par le brevet.
un procédé de congélation, de soudure au plomb, d'extraction d'une protéine végétale ou animale, peut faire l'objet d'un brevet. Certaines recettes de cuisine, alors maintenant c'est un peu plus compliqué, mais à une époque, Joël Robuchon avait réussi à déposer des brevets sur ces procédés d'émulsion sur du foie gras et c'est sur, je crois, du roquefort. Donc pour vous dire qu'en fait, un procédé, que ce soit en chimie ou aussi bien en cuisine, peut faire l'objet d'un brevet. Le dispositif, donc une machine, va faire l'objet d'un brevet. Et une application nouvelle d'un produit ou d'un procédé breveté peut faire l'objet d'un nouveau brevet. Pourquoi? Parce que les revendications ne seront pas les mêmes. Et ce sont les revendications qui vont faire, qui vont nous permettre de savoir s'il y a déjà un brevet qui a été déposé ou pas du tout. Par contre, dans ce cas-là, comme la nouvelle technologie brevetée repose sur une technologie qui soit est brevetée, soit est tombée dans le domaine public, donc si elle est tombée dans le domaine public, il n'y a pas de souci, on pourra déposer le brevet sans souci. Si le brevet de base est toujours en vigueur, il faudra faire une licence d'exploitation entre le titulaire des droits antérieurs et votre nouveau brevet pour pouvoir exploiter librement votre invention. Pour pouvoir protéger une invention, parce que là, je vous dis ce qui est brevetable ou ce qui n'est pas brevetable, il y a aussi d'autres conditions, qui sont trois, techniquement quatre, enfin surtout trois, retenez la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. Le dernier point, c'est tout simplement pour dire que lorsque vous rédigez un brevet, il faut que ce soit assez précis pour que un homme du métier, donc c'est une fiction juridique, c'est un personnage juridique, puisse, avec les informations, un peu comme une recette de cuisine, reproduire ce que vous voulez faire. Parce que s'il ne peut pas reproduire ce que vous voulez breveter, en fait, on n'est plus dans l'idée matérialisée, on considère qu'on est toujours dans le concept. Et je rappelle qu'une idée, un concept ne peut pas être brevetable. Bien évidemment, vous faites accompagner pour tout ce qui est question de rédaction de brevet. Donc, revenons sur les trois piliers de la brevetabilité. Ceux qui portent le plus préjudice aux déposants sont la nouveauté et l'activité inventive. La nouveauté, c'est l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. Donc, souvent, on pense une invention qui n'est pas brevetée. C'est vrai, mais quand vous déposez un brevet, on va voir juste après, il y a un délai avant la publication du brevet par l'office, donc par nous. Et donc, en fait, pendant ce délai-là, nos ingénieurs brevets vont screener ce qu'il y a globalement sur le web, dans les articles scientifiques, des vidéos sur YouTube, et donc regarder si ce que vous présentez fait l'objet d'une présentation autre que sur un site d'un office national. J'ai déjà vu des sociétés qui ont voulu déposer des brevets, sauf que, pas de chance, ils avaient mis sur YouTube des vidéos du fonctionnement, du principe du fonctionnement de leur machine. Et le problème, c'est que même si les vidéos avaient 3-4 vues, en fait, on pouvait les trouver en tapant sur YouTube. Et comme la vidéo présentait le fonctionnement précis de ce qu'ils voulaient breveter, ça constituait une antériorité destructrice de nouveauté. Il n'y a pas la nouveauté, donc il n'y a pas de brevet derrière possible. Dans le même cas, vous faites une présentation devant, on va dire, une assemblée, un événement ou quelque chose comme ça. Il suffit que ce soit filmé, retranscrit, mis à disposition du public. Ça peut créer une antériorité destructrice de nouveauté. Voilà, donc attention à ces questions-là. Et donc, cette nouveauté, on va la préserver, déjà en faisant de la veille, voir si ça existe déjà. Et en deuxième cas, faire des accords de confidentialité. S'assurer que l'information qu'on donne à un journal scientifique ne soit pas publiée dans les 3 prochains jours, et plutôt en disant on va attendre que le brevet soit publié par l'INPI. L'activité inventive, donc ça c'est l'invention, ne découle pas de manière évidente de l'homme du métier, donc en fait il faut juste tout simplement qu'il y ait une condition en fait de recherche et d'amélioration de ce qui a été créé par l'homme du métier, donc c'est un homme moyen qui a des connaissances moyennes, une expérience moyenne dans le milieu. Et l'application industrielle, donc ça c'est tout simplement en fait il faut que ce que vous voulez breveter puisse exister dans l'immédiat. Alors, pas forcément produit par vous. Vous pouvez juste créer des brevets et concéder des licences après sur les brevets. Et donc ça c'est susceptible d'application industrielle. Voilà les étapes d'un dépôt de brevet, pour le coup. Donc, c'est très long hein, d'avoir un brevet. C'est minimum, là c'est 30-36 mois, c'est plus gentil. On est plutôt sur le 36-38 mois maintenant. Quand vous déposez un brevet, vous avez un délai de priorité de 12 mois. Dans ce délai de priorité de 12 mois, si vous étendez le brevet à l'international, ça va être la date de dépôt française qui va être prise en compte. Donc ça, c'est très important. Il ne faut pas le rater, ce délai de priorité.
Parce qu'en fait, à partir de là, vous pouvez gagner quelques mois de protection sur un territoire que vous avez visé. Donc, dès le début, en fait, du brevet français, vous allez devoir, vous avez déjà pensé à certains pays que vous avez ciblés. Et très souvent, l'extension se fait au bout de 6 mois qui suivent le dépôt. Parce que dans les 10, 11 mois, ça fait énormément de stress pour vous de vous dire qu'en 2 mois, il faut que le brevet soit traduit, les taxes payées, que vous ayez débloqué les fonds, et ainsi de suite. Donc dès le début, d'où les questions de préparation en amont. Vous déposez un brevet, vous avez ce qu'on appelle une autorisation de divulgation. Donc en fait, c'est la défense nationale, que ce soit en France ou dans tous les pays, qui va s'assurer que votre brevet ne peut pas porter atteinte à la défense, à la sécurité nationale. Donc, si vous développez un nouveau type de fourchette ou un nouveau type de missile, ça passera forcément par la défense nationale. Et dans tous les cas, il faudra attendre leur feu vert pour pouvoir parler de votre invention. À partir du moment où vous parlez de votre invention, qui potentiellement fera l'objet d'un brevet, il faut quand même faire attention parce que, en fait, tant que le brevet n'est pas publié, tout ce qui se passe dans le délai de 18 mois qui suivent le dépôt peut constituer une antériorité destructrice de nouveautés. Donc, à partir du T0, en fait, du dépôt, vous filtrez toutes les informations qui sont liées à votre brevet. Après la publication, en fait, ça c'est pour informer globalement à tout tiers qui a déposé des brevets que vous décidez de bloquer cette technologie-là par un brevet. Et donc, le fait de publier, on les informe. Donc, effectivement, vous avez un titre de propriété industrielle pour 20 ans. En échange, c'est publié. Liberté de la concurrence, et surtout comme ça, ils vont pouvoir se positionner, voir si ce que vous avez déposé peut marcher sur leur plate-bande ou pas du tout. Donc entre 18 et 36 mois, il va y avoir les échanges entre l'office et les cabinets qui peuvent vous suivre pour les dépôts de brevets. On sait que c'est loin des dépôts de brevets, on sait que c'est plus ou moins coûteux. Donc c'est pas, vous faites un dépôt, vous attendez 38 mois, et au bout de 38 mois, on vous dit oui ou non. Pendant ces 38 mois, il y a des échanges qui sont faits entre nos ingénieurs brevets et vous pour affiner les revendications et répondre aux potentielles observations que font l'INPI. Voilà. Au bout de ces 36, 38 mois maintenant, il y a un délai d'opposition sur lequel un tiers peut s'opposer au brevet. C'est-à-dire qu'en gros, dans tout ce délai-là, il s'est dit, bah, ça va jamais passer. Finalement, en fait, le brevet est délivré. Donc là, il décide de faire une opposition. Et donc là, pareil, il y aura un tribunal, une cour au sein de l'UNPI qui va statuer sur si l'opposition est fondée ou pas du tout. Enfin, s'il n'y a pas eu d'opposition, vous avez officiellement un brevet délivré. Je parle du brevet PCT, donc très rapidement, tout ça pour dire que vous avez une procédure Patent Cooperation Treaty qui vous permet d'acheter du temps en fait, et donc de décider d'étendre votre brevet à l'international, mais qu'au bout de 30 mois qui suivent le dépôt. Et donc comme ça, après, vous pouvez choisir chaque pays dans lequel vous voulez être présent. Voilà. Donc, pour la protection du brevet à l'international, on a 3 manières. Donc, la demande internationale, c'est la PCT que je vous ai présentée juste ici, qui est la plus courante, plus couramment utilisée. Très souvent, c'est pour acheter du temps, on va dire. Vous avez les questions de brevets nationaux, donc sur la base d'un brevet français. Donc, pareil, on fait l'extension dans les 12 mois. Vous n'avez qu'un seul territoire qui vous intéresse, c'est la Belgique. Bah, vous pouvez étendre le brevet français uniquement en Belgique. Voilà. Si par contre vous avez plusieurs territoires de l'Union européenne ou d'Afrique, vous pouvez passer par un office communautaire. Et dans ce cas-là, vous faites une extension communautaire de ce brevet-là, donc un brevet européen par exemple. Dans ce cas-là, vous avez une seule demande, dans une seule langue, une seule procédure, et qui après va s'éclater dans les différents pays que vous avez sélectionnés dans ces offices communautaires. Voilà. Il est vrai que là, je parle beaucoup de brevets, mais on va quand même essayer de faire un petit point sur le coût. Alors, les taxes sont peu chères pour les brevets. En moyenne, comptez 300 euros les taxes de dépôt, 100 euros pour le rapport de recherche préliminaire de recherche. Les revendications, on est 20 euros au-delà de 10 revendications. Donc, on va dire un petit 500 euros de taxes. Il va coûter cher dans un brevet, c'est surtout les frais de préparation, donc notamment la rédaction du brevet. Il y a encore quelques années, avant la loi Pacte 2019, tout le monde pouvait globalement rédiger un brevet, il était plus ou moins sûr qu'il soit délivré, qu'on vérifiait peu l'activité inventive. Il y a eu une volonté de rendre le brevet français un brevet fort, reconnu à l'international, donc la loi Pacte est arrivée.
Et donc maintenant, pour rédiger un brevet, il faut se faire accompagner par un cabinet conseil en propriété industrielle. C'est pas nécessaire, mais c'est fortement recommandé. Parce que si vous rédigez votre brevet tout seul, en fait, vous avez peut-être l'aspect technique du brevet, mais pas l'aspect juridique derrière, avec les revendications, avec les termes juridiques qui vont aller avec. Là où le cabinet conseil en propriété industrielle a ces aspects dans la formation. Et bien évidemment, vous avez les frais de procédure, donc de délivrance, quand vous avez un brevet. Quand il peut être délivré, il faut quand même payer une dernière taxe de 90 euros. Et encore après, tous les ans, comme on l'a dit au début, il faut maintenir en vigueur le brevet, donc on paye les annuités. Donc là, je vous ai mis le coût basique, donc pareil, hein, c'est une estimation en fonction du secteur d'activité, ça peut être beaucoup plus, tout comme ça peut être un peu moins, des différents brevets donc de base. Vous voyez que rien que sur 5 ans, un brevet américain, on est de 10 à 20 000 euros. Là, sur un brevet français, on est de 5 à 10 000 euros. Ces coûts-là, en fait, ça prend en compte les frais de rédaction et les taxes de dépôt du brevet. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, sur un brevet français américain, il faudra en plus traduire le brevet. Donc là, ça coûtera encore plus que 10 à 20 000 euros. Et donc là, pareil, vous avez sur 10, 5, 10 et 20 ans, le coût moyen d'un brevet, d'où la nécessité après de rentabiliser l'investissement, sachant que très souvent, dans les biotech, par exemple, le coût de R&D est nettement supérieur au coût de dépôt. Petit point sur le logiciel. Donc, je ne sais pas du tout si certains développent des logiciels ou pas du tout. On a cette image souvent de le logiciel n'est pas brevetable. C'est faux. Certains logiciels font l'objet d'un brevet. Certaines solutions numériques aussi. L'algorithme de Netflix qui permettait justement de faire matcher des informations entre ce que vous regardez a fait l'objet d'un brevet. Le système Face ID qu'utilise Apple a fait l'objet d'un brevet. C'est numérique couplé à une lentille, certes, mais ça a fait l'objet d'un brevet. Mais globalement, tout ce qui est question de code, code source, code objet, ou globalement tout ce qui est question de code, on est sur la protection par le droit d'auteur. Il n'y a pas de brevet possible. Donc, on matérialise son droit d'auteur, on fait une dépôt d'enveloppe solo, par exemple. Et par contre, l'algorithme, s'il est technique, peut faire l'objet d'une protection par le brevet. Globalement, ce n'est pas l'algorithme tel quel qui sera l'objet du brevet, c'est l'application technique dans lequel l'algorithme intervient et sans lequel le résultat final, donc l'objet du brevet, ne peut avoir lieu. Donc dans ce cas-là, on fait un brevet, donc il faudra réaliser le brevet en tant que tel. Donc si le logiciel est technique, donc globalement, si la solution technique répond à un problème technique, c'est toujours les mêmes conditions. Il y a un effet technique, il y a du traitement de données, la présence de caractéristiques techniques. Donc, par exemple, un procédé de compression de l'image, souvent c'est des procédés dans ce cas-là. Un procédé de cryptage de données, traitement des signaux TV, reconnaissance faciale, c'est pareil. Ce qui n'est pas technique, c'est le problème résolu est purement économique. C'est pour une meilleure rentabilité économique où on peut l'appliquer à différents domaines sans forcément réfléchir un petit peu derrière. Donc, globalement, un logiciel de comptabilité ou un procédé de détection et de remplacement automatique dans une liste d'expressions, c'est pas technique, ça pourra pas faire l'objet d'un brevet. On va parler là sur le deuxième titre de propriété industrielle qui est plus digeste pour le coup que le brevet. On est sur la marque. Alors, il existe différents types de marques. Vous avez la marque verbale. Encore une fois, on parle de la marque juridique enregistrée. Givenchy, Doliprane, vous avez les marques figuratives, donc la combinaison d'un logo et d'un texte particulier ou juste d'un logo. La marque de position, Louboutin, pour ne citer qu'elle, ou alors par exemple Veja, le petit V sur le côté fait l'objet d'une marque de position. La marque de motif, et vous avez différents autres types de marques, bien évidemment. Donc ce qui est très rare, les marques de forme, les marques de mouvement, donc c'est surtout dans l'horlogerie de luxe. Les marques sonores, le jingle SNCF par exemple, est protégé par une marque, les odeurs olfactives ou une marque de couleur. Voilà. Donc la marque a pour but juridique de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux de ses concurrents.
Globalement, vous déposez une marque, ça peut être le nom d'une société, si ce sont des services. Ça peut être le nom d'un produit. Si vous développez plusieurs produits, ça peut être une société peut avoir plusieurs marques de façon à protéger les différents produits. La question est de savoir si vous pouvez déposer une marque ou pas du tout. Donc, une équipe de marketing va vous dire que la marque doit tout de suite évoquer le produit aux yeux du consommateur. Juridiquement, pas du tout. Ça doit être distinctif globalement. Elle ne doit pas ne doit pas décrire ce que vous allez produire. Globalement, moi, je suis normand. J'ai envie de faire une marque de fromage normand. Si je l'appelle les fromages normands, ça me sera refusé par l'INPI parce qu'en fait, je vais faire des fromages et je vais choisir et en Normandie. Et en plus, dans mes libellés, donc je vais dire que ma marque va correspondre à des fromages fabriqués en Normandie. Là, on est descriptif. Une marque qui n'est pas du tout descriptive, pardon, Apple. Traduction littérale pomme, et ils font des ordinateurs, des téléphones, des softwares, des hardware. Bref, complètement, en termes de juridique, c'est OK, et en termes de marketing, ils se démarquent aussi. Il faut que la marque soit disponible. Donc, globalement, est-ce que la marque a déjà été déposée ou pas du tout? Qu'elle soit licite et non trompeuse. Alors, licite et non trompeuse, c'est globalement qu'elle ne représente pas des insignes nationaux. Donc, par exemple, si vous déposez un drapeau français, ça vous sera refusé par l'INPI. Tout comme si vous déposez un drapeau chinois, ça sera refusé par l'INPI parce qu'on ne peut pas déposer un brevet. Pareil, si c'est la marque que vous voulez déposer, après qui ferait ça, mais euh, c'est une marque à caractère raciste, xénophobe ou autre, ça sera refusé par l'INPI. Si c'est de l'apologie de la drogue, pareil, ça sera refusé par l'INPI. Et donc, quand on dépose une marque, on fait un choix des libellés des produits et services, donc globalement dans quel secteur d'activité protège la marque. On va venir après expliciter tout ça. La marque, le brevet, c'est une protection pour 20 ans maximum. La marque, c'est 10 ans renouvelable indéfiniment. C'est-à-dire qu'il y a certaines marques qui sont très vieilles, déposées notamment par le luxe, l'industrie du luxe, ont été déposées dans les années 1890. Et en fait, tous les ans depuis 1890, ils viennent renouveler les marques de façon à ce qu'elles soient de nouveau déposées. Je parlais tout à l'heure justement du principe de spécialité de la marque. En fait, quand on dépose une marque, elle ne doit pas être. Donc déjà, elle doit être disponible dans les classes de produits et services dans lesquelles vous vous positionnez. Et elle ne doit pas être descriptive des produits et services. Quand on dépose une marque, on va choisir ses classes, donc dans quel secteur on se positionne. Et donc, ça va permettre deux choses. Une, à deux marques identiques d'exister. Par exemple, la marque Montblanc et la marque Montblanc. Si je vous dis j'ai mangé un Mont Blanc, évidemment, on est sur de l'agroalimentaire, on est sur le dessert. À côté de ça, si je vous dis j'ai acheté un stylo, c'est un Mont Blanc, on pense tout de suite, bah, forcément, à la papeterie, les stylos Mont Blanc. Ces deux marques sont à l'oral identiques, pourtant les deux marques ont été déposées à l'INPI et acceptées. Pourquoi? Parce que si on regarde les classes de produits et services, elles sont complètement différentes et ne peuvent pas se chevaucher. On en a un qui est dans la classe stylo, papeterie, ancrage papier, et classe 16. Là où Montblanc va être yaourt, la classe 29, produits chocolatés, la classe 3, et ainsi de suite. Donc bien évidemment, en amont du dépôt d'une marque, on vérifie, enfin on cherche ces classes de produits et services. Sur le site de l'INPI, et j'avoue que c'est un peu barbare, je vous propose d'aller plutôt sur le site TM Class, qui est un moteur de recherche, donc ça marche très très bien. Vous faites de l'audit, vous tapez audit, et ça va vous sortir toutes les classes où il y a le mot audit. Et donc si vous, c'est surtout de l'audit financier, pas de l'audit, on va dire, marketing, bah, vous choisissez que la classe audit financier. Donc, justement, ces classes de produits et services, on va utiliser ça pour les questions de distinctivité. La marque Petit Bateau, dans la classe des vêtements, c'est distinctif, parce que bah, maintenant on associe Petit Bateau à la marque des vêtements, mais historiquement, enfin, il n'y a pas écrit Petit T-shirt, par exemple. Par contre, pour des services de location de bateaux, un chantier naval, pareil, ça sera refusé par l'INPI. La marque Orange, ou même pour des services de téléphonie, de smartphone, ça passera. Pour de la vente de fruits et légumes, notamment des oranges ou la production de couleurs, ça sera refusé. Voilà, donc là, c'est bien évidemment penser à une classe de produits et services pour pouvoir valider ou invalider la distinctivité d'une marque.
On pense à vérifier la disponibilité du signe, notamment sur les sites DataINP, où il faut regarder dans les classes de produits et services si la marque a été déposée ou pas du tout. L'INPI ne fait pas de recherche de disponibilité. C'est à vous de la faire. Et c'est très simple. En fait, comme les données sont accessibles gratuitement et en ligne, vous allez sur DataINPI, vous tapez le nom d'un concurrent ou d'un partenaire. Vous pouvez taper aussi le nom de votre marque et vous verrez si votre marque existe ou pas du tout. Et si elle existe, pas de panique. Principe de spécialité, on regarde dans quel secteur les marques qui existent déjà se sont positionnées. Peut-être qu'une marque identique ou similaire à la vôtre existe, mais à tout moment, ce sont dans des classes de produits et services qui n'ont rien à voir, qui sont complètement dissociables. Donc, vous pourrez quand même déposer la marque. Pour le dépôt de marque, vous procédez au dépôt. Vous avez, au bout de 15 jours, on publie la demande. On dit que telle société, telle personne, parce que oui, une personne physique peut déposer la marque aussi, veut cette marque-là. Il y a un délai d'opposition de 2 mois qui s'ouvre. Et vous pouvez étendre cette marque française dans les 6 mois qui suivent dans un territoire et bénéficier, donc c'est le délai de priorité, de la date de dépôt française. Le brevet, si vous dépassez la date de priorité, enfin, le délai, vous ne pouvez pas étendre le brevet à l'international. Dans la marque, dans les questions de marque, il n'y a aucun souci. Vous pouvez étendre votre marque à n'importe quel moment. Vous pouvez avoir une marque pendant 40 ans en France. Au bout de 40 ans, vous décidez d'attaquer le marché algérien et étendre au bout de 40 ans cette marque-là en Algérie. Il n'y a aucun souci. Attention sur l'action d'échéance, en fait. Pareil, c'est une nouveauté de la loi Pacte. Maintenant, quand vous avez une marque, il faut que le titulaire puisse justifier d'une exploitation de la marque dans les 5 ans qui suivent le dépôt. Sinon, un tiers peut demander une action en déchéance de la marque pour défaut d'exploitation. Donc, on s'assure bien que si c'est une personne physique qui dépose la marque et que c'est la personne morale qui l'exploite en tant que telle, le fait d'exister, le fait de proposer des produits, donc on s'assure bien que minimum, il y a un contrat de licence de la marque entre la personne physique qui détient la marque et la société qui l'exploite. Ou alors, dans le meilleur des cas, une cession de la marque de la personne physique à la personne morale. Voilà. Pour les questions de marque, comme pour le brevet, on peut faire des extensions directement auprès d'un office. Donc, dans ce cas-là, on a plusieurs titres qu'il va falloir surveiller à chaque fois. Ou alors, on fait qu'une seule marque, pareil, européenne ou une marque d'un office communautaire en Afrique. On en a deux, l'ARIPO et l'OAPI. Notamment, il y en a un, l'OAPI, où c'est l'Afrique francophone, et l'ARIPO, l'Afrique anglophone. Euh, ou alors auprès de l'OMPI directement, mais c'est souvent les grosses multinationales, entreprises du CAC 40 ou du Nasdaq, qui déposent directement auprès de l'OMPI. La marque à l'international, pareil, des petites questions de coût pour que vous ayez une idée. Une marque française, on est sur du 190 € de taxe de base pour une classe et vous rajoutez 40 € par classe supplémentaire. Une marque de l'UE, pareil, on est sur du 850 € pour une classe, 50 € pour la deuxième classe et 150 € par classe supplémentaire. Pareil, une marque de l'UE, il va falloir exploiter votre marque dans les pays que vous avez choisis. Car si au bout de 5 ans, vous n'exploitez pas cette marque-là dans ces pays-là, un tiers peut demander une déchéance de la marque pour défaut d'exploitation. Et donc, vous perdez votre marque qui vous a coûté quand même relativement cher et il n'y aura pas d'action possible parce qu'en fait, vous ne serez pas présent commercialement sur le pays, vous n'avez pas de boîte postale, vous n'avez pas de site internet traduit. Donc, vous pouvez perdre votre marque sur ces territoires. Et la marque internationale, il n'y a pas vraiment de prix précis, c'est minimum 600 € et après, c'est en fonction des pays que vous sélectionnez. Voilà. Une fois qu'on a déposé sa marque, donc pareil, c'est un titre de propriété, une propriété, une maison, une voiture, on l'assure, on la fait rouler, on s'assure qu'elle ne tombe pas en ruine. La marque, c'est pareil. On s'assure qu'on exploite la marque, on constitue des preuves de l'exploitation de la marque, le fait qu'une société existe, par exemple, via un contrat de licence. On inscrit tout ce qu'on fait avec la marque. Sur le site de l'INPI, vous pouvez voir en bas d'une marque les inscriptions. Donc, cette marque appartenait à telle personne, elle a été cédée à telle personne, il y a 3 contrats de licence qui ont été faits, ou ainsi de suite. Pourquoi? Parce que comme ça, vous informez les tiers de tout ce qui se passe autour de votre marque. Vous faites de la veille. Nous, on ne fait pas de veille, donc si jamais quelqu'un dépose la même marque que vous dans les mêmes classes de produits et services, c'est à vous de faire l'opposition, pas à nous. Et nous, on ne vous prévient pas.
Alors pourquoi? C'est tout simplement parce que la marque, c'est le titre de propriété industrielle le plus déposé globalement en France, mais chaque office, c'est la marque qui est la plus déposée parce que c'est simple de déposer une marque, c'est rapide, tout le monde peut le faire. Et on n'aurait pas assez de juristes ici pour s'assurer et contacter tout le monde. Voilà. Et bien évidemment, on s'assure du renouvellement des droits tous les 10 ans. Parce que pareil, on ne fait pas de rappel. Donc c'est à vous de mettre un reminder dans l'agenda en disant on renouvelle la marque. On va parler du dessin et modèle très rapidement, parce que je vois que l'heure tourne. On a commencé un petit peu en retard, mais bon, ça devrait le faire. Le dessin et modèle, autant la marque vient protéger un nom, un logo, un dessin, enfin un produit. Le brevet, un aspect technique, technologique. Donc qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste uniquement l'aspect esthétique. Et donc là, c'est le dessin et modèle qui va être utilisé. Donc le dessin et modèle protège l'apparence d'un produit ou d'une partie d'un produit. Donc si la forme de l'objet influe sur les caractéristiques techniques, purement mécaniques par exemple, il n'y aura pas de dessin et modèle possible. Le dessin et modèle, c'est uniquement le design. Il doit être nouveau et doté d'un caractère propre. Donc nouveau, c'est-à-dire qu'il n'a pas été déposé. D'un caractère propre, c'est qu'il n'y a pas une sensation de déjà vu. Déposer une chaise, par exemple, bah, si je fais la chaise classique sur laquelle je suis assis, ou peut-être vous êtes assis, il n'y a pas vraiment de caractère propre. Par contre, si vous êtes Philippe Stark et que vous apportez un design particulier à la chaise, bah, il y aura un caractère propre qui sera nouveau, donc on pourra déposer le titre de propriété industrielle. C'est un titre de propriété industrielle qui est valable minimum 5 ans et renouvelable 4 fois, donc pour une protection maximale de 25 ans. Encore une fois, comme le brevet, comme la marque, on a une protection territoriale. Vous déposez en France, vous n'êtes protégé qu'en France. Donc, quelques exemples de dessins et modèles. Donc, vous avez certains motifs, certains logos qui peuvent faire l'objet d'un dessin et modèle. Donc, attention sur le logo et le motif. Maintenant, ce sont des marques en plus. Donc, meilleure solution, on fait un dessin et modèle pardon, sur le logo et en parallèle, on fait une marque figurative. Les objets du quotidien, un opinel, un briquet, certains agglos, un bâtiment peut faire l'objet d'un dessin et modèle, du mobilier, là on a une chaise et un canapé. Et dans le domaine plus gros, des concepts, enfin, qui ne sont plus des concepts, qui sont officiellement ça c'est un concept car, mais ça n'en reste pas moins un concept qui est matérialisé. On a le design de la voiture, et donc ça peut faire l'objet d'un dessin et modèle. J'aime beaucoup Philippe Stark, hein, je l'ai cité comme exemple. Donc là, on a par exemple des vélos, un drone et une espèce de bateau, je crois, et une carriole à vélo, euh, designé par Philippe Stark. Donc, preuve que n'importe quoi peut être déposé par dessin et modèle, tant que ça a un caractère propre. Pareil, une interface graphique peut faire l'objet d'un dessin et modèle. Vous développez une solution numérique, vous avez une nouvelle interface graphique qui n'a jamais été vue et qui identifie tout de suite le produit, ça peut faire l'objet d'un dessin et modèle. Les extensions à l'international du dessin et modèle, donc vous avez les prix, pareil, le mieux c'est de faire du national avant de l'international. 39 € par dépôt en France, 23 par reproduction en noir et blanc, et 47 en couleur. Petit point rapide sur les bases de données. Peut-être certains d'entre vous développent des systèmes d'IA. Alors, protéger un système d'IA, c'est très particulier, c'est relativement nouveau, il n'y a pas de ligne directrice. Mais ce qui va faire la force d'une intelligence artificielle, c'est la qualité de sa base de données. Plus la base de données est grande et qualitative, plus les réponses de l'intelligence artificielle générative ou de toute autre solution sera précise, donc qualitative. Donc, je vous ai dit au début de sensibilisation, la base de données a son propre moyen de protection par le droit sui generis. L'architecture de la base de données, on va être uniquement par du droit d'auteur. Donc là, on fait des preuves auprès de l'APP, par exemple, ou de l'enveloppe solo. Et le contenu de la base de données peut faire l'objet d'une protection par le droit sui generis. Si vous pouvez justifier derrière d'un investissement matériel, humain ou financier substantiel. Globalement, vous payez un freelance pour qu'il collecte de la donnée, qu'il les traite, qu'il les organise. Vous pouvez protéger la base de données via le droit sui generis. On est sur une protection qui peut durer 15 ans, enfin maximum, enfin 15 ans, à partir du moment où la base de données est terminée. Alors là, normalement, vous devez vous dire qu'en fait, une base de données, techniquement, c'est jamais fini, c'est tout le temps alimenté. Et donc, c'est là la force de la protection par le droit sui generis, c'est que tant qu'elle n'est pas finie, la base de données, en fait, ça court pendant 15 ans. Donc, on a techniquement une protection infinie sur la base de données.
Deuxième chose, si jamais il y a une fuite de données d'un serveur et que vous faites pomper votre base de données, un moyen de preuve que vous êtes bien l'auteur, que vous prouvez la paternité sur la base de données, vous intégrez sciemment des erreurs dans la base de données. Et devant un juge français, le fait de savoir que telle ligne, telle colonne de votre base de données qui devait empiler, je sais pas moi, des acides aminés qui vont coder des protéines ou des protéines, vous avez des lieux de naissance ou des dates, vous pouvez justifier que c'est votre base de données. Pourquoi? Parce qu'en fait, qui pourrait suspecter que dans cette base de données-là, à telle ligne, telle colonne qui est au milieu de la base, donc relativement éloignée, euh, cette donnée qui n'a pas lieu d'être se répète à plusieurs fois. Voilà, donc ça c'est un petit tips pour pouvoir justifier en plus de la paternité sur la base de données. On va finir rapidement sur le coup sur les dispositifs INPI, notamment sur les questions de propriété industrielle. Je l'ai dit au début, notre but c'est d'accompagner les porteurs de projets, les sociétés sur la question de propriété industrielle. Donc on a des outils financiers, par exemple les passe-pays, je vais revenir juste après, où on prend en charge 50%, donc 5 000 euros de frais de propriété industrielle sur une enveloppe globale de 10 000 euros. On a plusieurs prestations possibles, hein. C'est vraiment, ça va de la rédaction contractuelle à la rédaction de brevets, à la marque export, à l'évaluation des actifs financiers et numériques. Le but, c'est de vous accompagner sur la propriété industrielle de manière financière, donc on prend en charge 50% du devis, et de vous aider à avoir une idée du prix de la propriété industrielle en France et à l'international, et vous donner, si vous ne savez pas vers quel acteur vous tournez, une liste non exhaustive de cabinets conseils. Le but, c'est aussi de nous de réguler de façon à ce que les cabinets vous surfacturent pas une prestation qui ne vaut pas ce prix-là. Voilà. Il y a les questions de diagnostic aussi, donc pré-diagnostic pays et l'empreinte pays. On va faire un point sur votre projet actuel et on va faire des recommandations sur la propriété industrielle. Vous développez une solution numérique, ok. La marque, c'est ça. Votre marché, c'est ça. Donc, nous, on fait un point sur les coûts à l'international, les conditions de dépôt et ainsi de suite. On a les questions de masterclass pays aussi. On vous forme à la propriété industrielle. La cartographie brevet, donc là, c'est particulier. Donc ça, ce sont les deux offres qui sont payantes pour les sociétés. On les propose vraiment qu'à certains moments, quand il y a un besoin. La cartographie brevet, c'est notamment, on fait un mapping de tous les brevets qui existent dans le monde. Donc, dans les projets de R&D, c'est plutôt, moi, je trouve très, 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 très bien, en fait, pour le coup. Vous avez une carte topologique des brevets, donc vous pouvez savoir où orienter votre R&D. Et ça liste tous les brevets qui ont été déposés dans le monde, donc entre les ouvertures des bases de données et maintenant. Voilà. Et on a aussi certains programmes spécifiques pour les startups et les alliances pays. Donc, startup, vous êtes suivi tous les mois par un chargé d'affaires. Donc, on fait des points d'étape, des PAPI, des plans d'action de propriété industrielle, on matérialise l'accompagnement. À la fin du programme, vous avez une lettre signée par mon directeur général qui précise que, en fait, en termes de propriété industrielle, vous êtes calé et vous avez un peu pris le sujet à bras-le-corps. Le programme Alliance Pays, donc là, ce sont les enjeux de propriété intellectuelle au projet de R&D entre les acteurs publics et privés. L'INPI vient vous coacher sur ces questions-là et vient se mettre un peu en modérateur si vous travaillez avec une société ou si vous êtes une société qui veut travailler avec un laboratoire public. Donc, un exemple dans les prestations passe-pays, donc vous avez des questions internationales, marque, design, brevet, numérique, brevet, contrat, défense, et ainsi de suite. Question de cartographie, donc répondre qui sont mes concurrents. On ne va pas trop s'attarder dessus. Le but, c'était vraiment de vous sensibiliser rapidement à la propriété industrielle. Donc, vous avez mon contact. On vous transmettra toutes les informations, bien évidemment. Le PowerPoint. Alors, je sais que ça peut être été très dense pour le coup en 1 heure. J'espère quand même que vous avez pu retenir 2, 3 informations, peut-être même vous aiguiller sur des questions de dépôt de titres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais arrêter le partage parce que